Pour dire là-dessus, il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu une importance Ah, voilà, merci. tout à fait grande en fait dans le rôle qu'elles ont joué en fait dans le discours porté sur la langue et notamment sur l'usage. Parce qu'en fait, la notion d'usage à l'époque était beaucoup plus importante que ce qu'on entend nous aujourd'hui par grammaire au sens normatif et prescriptif du terme. Et des gens comme Vaugelas, qui est souvent cité notamment par Aliane Viennot, mais le père Bouhour, c'est la même chose. Oui, Ce qu'ils regardent en fait, c'est l'usage. Et donc ils consignent des manières de parler qu'ils entendent dans leur entourage, dans leur vie quotidienne, et ils se permettent parfois de donner effectivement leur avis sur ce qui relèverait du bon usage et du mauvais usage, sur ce qui est élégant ou sur ce qui ne l'est pas. Et dans ce paradigme-là, la parole des femmes, et notamment des femmes de salon, avait une très très grande importance. Et y compris Vaugelas, y compris Bouhour citent des femmes. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris part activement à des débats sur la langue. Par exemple, Marie de Gournay, qui avait fréquenté Montaigne et puis qui avait contribué en fait à la diffusion de la pensée de Montaigne. Elle s'était souvent exprimée en fait justement sur ces questions-là. Donc déjà de dire que les femmes n'ont pas eu voix au chapitre sur ces questions, ça n'est pas vrai. Encore une fois, effectivement, les femmes d'un certain milieu, d'un certain rang social, ça c'est tout à fait juste. Elles ont eu beaucoup moins voix au chapitre. Et il faut aussi rajouter que les femmes étaient en minorité. Effectivement, on a beaucoup écouté les femmes à cette époque, et surtout ce qui traduisait leur mentalité. Mais faut pas oublier aussi, et je pense que c'est important de dire que les femmes étaient sont en minorité à ce temps-là. Surtout au niveau des hautes classes, ainsi de suite. Déjà, l'Académie française a ouvert ses portes aux femmes extrêmement tardivement. Et puis oui, elles ont eu voix au chapitre. Madame de Sévigné, par exemple, écrit noir sur blanc qu'elle ne dira jamais malade, je le suis, parce qu'elle aurait l'impression d'avoir du poil au menton, et qu'elle dira malade, je la suis. Il a bien expliqué pourquoi c'était faux. Parce que quand on dit je la suis... Alors, Vaugelas lui a expliqué ce qu'il voulait. Madame de Sévigné est libre de penser, et non, elle écrivait malade ou heureuse, je la suis. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi, je parle en français. Ouf. Bien envoyé, mon gamin. Très bien joué. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Malade ou heureuse, je la suis. Elle est libre comme tu l'es de faire des fautes de français si ça te fait plaisir. Moi, je parle en française. Voilà, justement, on parle pas la même langue. En fait, donc, de toute façon, cet exemple. Ah, c'est incroyable. Moi, je parle en française. Voilà, une faute d'orthographe. Ah, il est fort. Et c'est un god, lui. J'y reviendrai après. Honnêtement, c'est sur la question qui est un peu, en fait, qui est centrale de l'accord de proximité, parce que effectivement, c'est un peu un des nœuds de la discorde aujourd'hui dans le débat sur l'écriture inclusive. L'accord de proximité, il n'a pas du tout été interdit au XVIIe ni au XVIIIe siècle. Il a continué de se parler jusqu'au XIXe siècle. Oui, bien sûr. Même il a continué à se pratiquer parce qu'il est logique jusqu'au moment de l'école. Si je peux juste... Ouais, merci. Enfin, putain, parce que depuis tout à l'heure, elle commence à... Elle parle, elle ne laisse même pas parler, alors que lui, il ne lui a jamais coupé la parole. Finir mes phrases. Tout à fait. Donc... Ah, ce regard, ça veut dire beaucoup de choses, à mon avis. Le fait que des grammairiens et des remarqueurs, donc déjà le nom même de remarqueur dit bien le statut de leur discours. C'est pas un discours qui est prescriptif. Vaugelas lui-même, à la fin de ses remarques sur la langue française, il estime que ces remarques n'auront plus de pertinence dans 20 ou 30 ans. Pourquoi ? Parce que c'est l'usage qui prime, c'est l'usage qui prévaut, et donc ce que je dis aujourd'hui n'a de valeur qu'aujourd'hui, il n'en aura peut-être plus dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc il n'avait pas du très vrai. tout l'ambition ni la prétention de choisir d'une bonne fois pour toutes comment les Français allaient parler pour les siècles à venir. Et il se trouve que l'accord de proximité a été pratiqué et a continué d'être pratiqué par la suite. Le fondement de Mais en fait, le problème, c'est que l'accord de proximité, il est encore pratiqué par une minorité actuellement, c'est ça. C'est qu'il ne s'est pas arrêté au 19e siècle, mais bon. Est-ce qu'il a été interdit ? Il n'a jamais été interdit. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la démocratisation de l'école et de l'enseignement au 19e siècle, notamment... C'était une arme de propagande hyper efficace. Non, c'est pas ça le problème. C'est que quand vous devez apprendre le français à des enfants, et que vous devez leur apprendre... Oui, mais c'était aussi une arme de propagande. Il me semble bien qu'elle a raison pour ce coup, c'est que c'était aussi une arme de propagande efficace. Et oui, aussi qu'on apprenait aux enfants. Ah non, je confonds, pardon. Ah non, je confonds avec une autre règle. Non, pardon. Tant pour moi, oui, effectivement, il a été aboli au 19e siècle. Oui, effectivement, je confondais avec autre chose. Les règles le plus stable, le plus simple possible. L'accord de proximité, ça ne fonctionnait pas. Ah, parce qu'on n'accordait pas, comme tu l'as sous-entendu, librement, en fait, avec simplement le genre du dernier substantif utilisé. Il y avait des critères qui venaient se surajouter. Il y avait un critère qui était celui de la synonymie, c'est-à-dire qu'il fallait que les termes concernés par l'accord de soient similaires ou synonymes, soient sémantiquement synonymes, ou du moins similaires, ouais, et un autre critère qui était celui de la gradation, c'est-à-dire que quand vous aviez
une gradation de termes qui semblait monter en intensité du point de vue de leur sens, ça justifiait aussi l'accord de proximité. Mais il n'était pas pratiqué par les lettrés, par les écrivains, avec une espèce de latitude totale. Et donc c'était une règle qui était beaucoup trop complexe pour le cadre d'un enseignement républicain, démocratique, et qui devait être le plus efficace et le plus simple possible. Mais de nouveau, ce qui compte, c'est surtout que en fait, ces grammairiens et ces remarqueurs n'ont pas du tout aboli l'accord de proximité, quand bien même ils aient pu y être défavorables. Et encore, Vaugelas préconise l'accord de proximité, donc je sais même pas exactement qui concrètement s'y est opposé frontalement. Et surtout, en fait, la raison pour laquelle l'accord de proximité était favorisé par certains penseurs de l'époque, c'était un critère qui était esthétique, et uniquement esthétique. Il s'agissait de pas blesser l'oreille, comme il disait. Ouais, donc subjectif et inopérant. Non, mais du coup, c'était pas du tout. C'est-à-dire que c'était pas l'accord de proximité tel qu'il était pratiqué à ce moment-là. C'était pas du tout un ancêtre de l'écriture inclusive. C'était pas. Ça ne partait pas des mêmes c'était un bases usage idéologiques. plus égalitaire. Voilà. Plus égalitaire, mais tu penses, Bah oui. tu penses que les gens du peuple parlaient en écriture en faisant l'accord de proximité? Mais les gens du peuple ou les gens pas du peuple, les personnes qui parlaient la langue française, le masculin ne l'emportait La langue française. pas, basta. Non, Et mais- puis quand ah oui, bien mais- même le masculin l'aurait toujours emporté, parce que c'est Ça, une c'est un règle mythe populaire. injuste, C'est quand un- bien même... c'est- Non mais en plus, cette formulation ça n'est pas le n'existe cas, le pas. masculin ne l'a pas toujours Cette- emporté. cette règle Mais est-ce que formulée je peux comme finir ça. ma phrase par contre? Quand bien même le masculin l'aurait toujours emporté, quand une règle est injuste, on n'est pas tenu de la Je veux respecter. dire, désolé. Par conséquent, je ne respecterai pas une règle injuste et le masculin ne l'emportera plus. Ah bah dis donc, elle est vraiment matrixée par ça. Hein. Le masculin, regardez-moi cette grosse tête. Le masculin ne l'emportera plus. Eh bah dis donc. Mais Oh, je peux juste répondre à ça. Réponds à ça et après je veux qu'on aille sur aujourd'hui. Ce serait intéressant, mais je veux qu'on aille sur. Bah, du coup, j'ai pas suivi parce qu'ils se sont tellement coupés la parole. Juste Oui, en aussi. parler parce que Vas-y. cette règle, en fait, n'a pratiquement jamais été formulée de la sorte. Vous avez André Charvel qui a écrit un article récemment dans un ouvrage collectif qui s'appelle Le masculin et le féminin dans la langue, je crois, qui a été dirigé par Gilles Suffy et Daniel Manès. Et en fait, il explique qu'il a épluché une quantité faramineuse de manuels de grammaire modernes, contemporains et plus anciens. Et je crois qu'il a trouvé deux occurrences de la règle énoncée de la sorte. Donc moi, je suis tout à fait d'accord et conscient que énoncer de la sorte, c'est une règle qui peut être choquante. Parce qu'elle donne l'impression que la préséance du masculin se calquerait sur une espèce de préséance sociale de l'homme sur la femme. Et donc comprise comme ça, là. Oui, mais c'est faux. En fait, ça vient de... Je sais plus d'où ça vient. Ça vient en fait d'un énorme paragraphe où est écrit, oui, le masculin prédomine sur le féminin, le jeu prédomine sur le jeu prédomine sur tous les trucs du singulier. Enfin, je sais plus où est-ce que je l'ai lu. Et il y a plein de petits trucs comme ça, mais en fait, ça montre tout simplement la mentalité qu'avait l'académie à cette époque. Ça ne montre en aucun cas que la langue française est principalement un objet masculin contre le féminin. Enfin, c'est un argument complètement Je suis faux. tout à fait d'accord. Elle a quelque chose Les de choquant. académiciens ont bien dit que c'était le masculin qui l'emportait parce Non. que le masculin était le genre le plus noble. Mais de Et ça c'est dans les archives. Mais de même qu'il disait que la première personne était plus noble vis-à-vis Ah, des voilà. autres personnes, que l'indicatif était plus noble vis-à-vis des autres Ah. hommes. Mais je m'en fous du reste, ça Mais- c'est un super... Oui, non, mais d'accord, mais c'est facile en fait de prendre quelque chose, de le sortir et de dire tout simplement de le sortir, de prendre cette phrase, de le sortir de son contexte et de dire tout simplement que oui, mais nanani, non. Bah non, forcément, tu prends tout le contexte et puis tu expliques. Portable, c'est intolérable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans une manière de penser la langue qui était peut-être une manière métaphorique, qui par ailleurs trahissait effectivement. C'est Non, non, pas- mais c'est on du est d'accord. sexisme métaphorique, Oui, donc on est faut d'accord arrêter. qu'il y a du sexisme. On est Oui. d'accord. Ok. Ah, je pensais que ça traduisait une mentalité. Ok, donc du coup, ça ne traduit plus une mentalité. Ok, peut-être que je me suis trompé. Donc, oui, donc du coup, effectivement, mais bon, c'était l'ancien temps. Et depuis là, ça a bien plus évolué. Et c'était une forme de un petit peu, sexisme. Et forcément, oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Ce qu'elle est en train de dire, c'est aussi une forme de sexisme. C'était leur manière, Sexisme. à certains, d'exprimer une réalité linguistique dont le fondement linguistique et cognitif n'a absolument rien à voir sur une forme de domination de l'homme sur la femme. Je pourrais y revenir après si vous voulez, mais en fait c'est le processus de neutralisation en français qui Exactement. explique qu'on accorde au masculin, qui est une forme grammaticale et qui en l'occurrence fonctionne comme neutre. Exactement, voilà tout simplement. Il faut comprendre que le masculin, c'est considéré comme neutre et ça a comme racine le latin. Et toutes les autres langues européennes qui ont comme racine le latin utilisent le masculin comme une forme neutre. Ce n'est pas un outil de domination. On n'a pas fait la langue française pour vous dire, tiens, on va mettre le masculin parce que nous, hommes, sommes supérieurs par rapport aux femmes.
C'est complètement faux. C'est complètement faux. Dans les racines latines, lorsque nous parlions principalement à un groupe mixte, on parlait avec le masculin. Parce que c'était courant, parce que c'était neutre, parce que c'était comme ça. Et on a gardé ce principe. L'évolution de la langue aujourd'hui. J'aimerais qu'on aille sur aujourd'hui, c'était vraiment passionnant. Quasiment la majorité des choses que je ne savais pas. D'ailleurs, je pense pareil pour les gens qui vont nous regarder. Mais j'aimerais qu'on aille sur aujourd'hui du coup, parce que il y a eu deux choses qui m'ont beaucoup interpellé, que j'ai trouvé très intéressantes. Il y a eu cette question, comme tu dis, Tiffaine, de le masculin l'emporte sur le féminin, qui est dit comme ça un ancrage très violent pour les femmes. Parce que ça peut transiter de la langue à la réalité, ou en tout cas transcrire de la réalité à la langue. Et la deuxième chose que j'aimerais revenir, mais on y reviendra peut-être après, c'est sur la question de l'utilisation de l'évolution de la langue, où en mode, au bout de 20-30 ans, la langue aura changé. J'aimerais d'abord qu'on arrive sur ce point-là. Oui, mais la langue va tout le temps évoluer d'une façon générale. Enfin, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, la langue va tout le temps évoluer, elle va continuer à évoluer. En fait, il faut que la langue évolue librement. Après, si effectivement, ça va poser problème le fait que il y a quelques mots qui paraissent plus masculins et qui empêchent le féminin, à ce moment-là, pourquoi pas le changer? Mais à ce moment-là, changez-le avec du temps. Prenez du recul dessus. Prenez tout simplement du recul dessus et changez-le avec un certain raisonnement et pas par émotion parce que l'homme veut dominer sur la femme. C'est complètement faux. Moi, comme je le dis, je suis pas contre l'écriture inclusive, au contraire. Sur du sexisme dans la langue, que l'écriture inclusive, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, tente de résoudre. Mais d'abord, là-dessus, est-ce que c'est ça le but de l'écriture inclusive et est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a différentes choses. C'est pour ça que moi, j'ai été plus loin que l'écriture inclusive et que j'ai créé cette langue exclusivement féminine, exclusivement pour les femmes. Oui, mais en fait, c'est bien le problème. C'est bien le problème actuellement. C'est que, en fait, vous prenez la langue française et vous vous l'appropriez. Pour seule et unique raison que, dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. Le problème, c'est que lorsque vous appropriez cette langue et que vous transformez tout masculin en féminin, et bien à ce moment-là, vous créez un réel argument contre vous. Vous créez tout simplement une arme de domination des femmes que les femmes vont utiliser contre les hommes. De deux, ce n'est pas possible. La langue française, vous la complexifiez encore plus. Elle l'a très bien dit au début, les règles grammaticales sont déjà très compliquées. Alors pourquoi complexifier encore plus? Quel est le réel but derrière? Aucun. Tout simplement. Aucun. Exclusive des agresseurs, des oppresseurs, etc. Parce qu'encore une fois, en tant qu'artiste, j'en ai le droit. Mais c'est parce que je pense que dans un premier temps, ce dont on a besoin, finalement, pour moi, l'écriture inclusive, c'est un moindre mal. C'est-à-dire que, effectivement, ça permet simplement, d'ailleurs, c'est pas très nouvelle, hein, l'écriture inclusive. Je vous signale quand même que quand le général de Gaulle dit française, il est en train de faire de l'écriture inclusive, hein, il est en train de faire de la double flexion. Donc le fait de doubler les mots pour inclure aussi les femmes. Donc Macron le toutes et tous. Bah du coup non, parce qu'au final vous prenez tous les mots et vous les transformez en féminin. Ça pour vous c'est ce qui est l'écriture inclusive. Le problème c'est que là quand le général de Gaulle dit principalement français, française, bah, il fait pas de l'écriture inclusive. Il s'adresse à tout le monde. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Oui, enfin justement, il dit beaucoup nous tous. L'autre, ça d'ailleurs. Macron, il a bon. Mais en tout cas, nous toutes, d'ailleurs. Voilà, c'était quand même un crachat dans la face des femmes, quand même. Catherine, 47 ans, 67e. Ras le viol, féminisme. Féminicide, pas une de plus. Abat le patriarcat. Ah, punaise, je croyais que c'était une ancienne faute. Ras le viol, féminisme, pas une de plus. Abat le patriarcat. Je te crois, tu n'y es pour rien. 1 milliard contre la violence, sexisme et sexuelle. En fait, c'est ça le problème, c'est que le féminisme de base, c'était un magnifique combat. Le féminisme de base, qu'est-ce qu'il faisait? Tout simplement, il se battait contre le sexisme et les violences d'une façon générale. D'accord? Le sexisme. Et le problème, c'est que le féminisme 2.0, aussi appelé néo-féminisme, qui est actuel, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tout simplement détruire la masculinité. Son but principal est de détruire la masculinité. Parce qu'elle considère que la masculinité est toxique. D'ailleurs, c'est pourquoi l'écriture inclusive est totalement
perçue comme mauvaise, c'est tout simplement parce que elle veut détruire la masculinité. Enfin, perçue comme mauvaise, complètement absurde comme idée. C'est complètement absurde. Réellement, voir ça comme, voir la langue française qu'on utilise pour communiquer comme une arme de domination que les hommes vont utiliser pour oppresser les femmes, faut tout de même aller bien chercher loin. C'était sympa. Donc oui, en effet, c'est pas une chose nouvelle. Et puis ça se croise avec plein d'autres questions. C'est-à-dire que souvent on caricature l'écriture ou la parlure inclusive en faisant croire que ça va être terrible pour les personnes dyslexiques ou dysorthographiques ou je sais pas quoi. Moi-même, je suis dysorthographique. Moi-même, je suis dyslexique et dysorthographique et je peux vous assurer que la langue française est déjà assez compliquée pour moi. Non, moi, ce qui me dérange, c'est quand ça n'a aucune logique du point de vue des valeurs de chaque individu qui sont égales et égaux. Ça c'est compliqué. L'orthographe élitiste de merde que je veux abolir, ça, c'est compliqué. En revanche, non, le point médian, déjà, c'est pas compliqué. Et puis, en plus, le point médian, ça n'est qu'une proposition facultative et à l'écrite pour gagner du temps. Donc, on peut dire les Français, point médian, ES, on peut l'écrire, mais ça se dit pas déjà. Donc, à l'oral, on va dire les Françaises et les Français. Et on a aussi plein d'autres possibilités. On peut utiliser l'épicène en disant la population française ou le peuple français, et ça marche aussi très bien. Et les parenthèses, comme il y a une dizaine, quinzaine d'années. On met pas les femmes entre parenthèses. Ok, voilà, je voulais juste être certain que c'était ça le. Voilà, et le point médian, c'est juste qu'il n'était pas utilisé, alors que en français en tout cas, alors que les parenthèses, les tirets, etc. l'étaient. Et puis encore une fois, les parenthèses posent carrément problème. Okay. Donc c'est vraiment pas que le point médian. Ça va aller effectivement à remettre l'accord de proximité, l'accord de choix, l'accord de majorité, qui est démocratique, c'est quand même mathématique, c'est intéressant l'accord de majorité, n'est-ce pas? Et puis, on va aussi rajouter des mots qui nous ont été confisqués de manière extrêmement consciente et politique et masculiniste, des mots qui nous ont été confisqués par les différents mecs qui ont décidé de ce qu'on mettait dans le dico. Donc, par exemple, le mot autrice, qui a existé en même temps que auteur. On a une actrice, un acteur. Oui, enfin bon, c'est ce genre de mots, honnêtement, moi je suis pour. Ça changera absolument rien. Auteur, parce qu'auteur en fait c'est avec un E, du coup ça définit les femmes. Mais bon, mettre autrice, honnêtement c'est pas si grave que ça. Personnellement je suis pour ça, ce genre de choses je suis pour. On a une autrice, un auteur, enfin, je veux dire, c'est simple et logique. Et ben ça, ce mot-là, ils vont le retirer, et ça c'est le travail d'Aurore Evin. Qui est donc à la fois une chercheuse, une autrice, une metteuse en scène, une comédienne qui a aussi plein de casquettes, et qui, elle, nous a rendu ce mot-là d'autrice. Elle faisait des recherches sur l'apparition du mot actrice au XVIIe siècle, puisque pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de monter sur scène. Faut imaginer tout Shakespeare joué que par des hommes. Et donc, l'apparition de l'autorisation des femmes de monter sur scène, et l'apparition du mot actrice. Et elle se rend compte que donc elle regarde là-dedans dans les registres de l'Académie française, dans les archives de la Comédie Française, pardon. Et là, elle trouve des pièces qui sont rémunérées à compte d'autrice. Et en fait, elle se rend compte que ce mot d'autrice va disparaître au moment où actrice arrive, et qu'il y a des vrais échanges entre gars de l'époque pour dire on veut bien qu'elles soient des muses, mais pas des créatrices. Et donc, ok pour actrice du moment que autrice disparaît. Et donc, ça, c'est un des exemples, mais ça va être... C'est tellement sorti de son contexte. Non, je vais pas argumenter dessus. Mais pour être tout à fait honnête, ça aussi, c'est sorti de son contexte. Pareil, du coup, le langage, en fait, permet selon toi, de permettre de cloisonner. C'est ça le sujet. En fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'ils ont pas du tout fait ça. Par exemple,